Le tourbillon politique déclenché par la réélection de Donald Trump est loin d'être terminé. Le nouveau gouvernement des États-Unis va devoir gérer une multitude de dossiers brûlants. La guerre à Gaza, la situation en Ukraine, la menace iranienne ou encore la Corée du Nord. Ce sont des sujets dont on te parle souvent ici sur Diplo. Mais s'il y a bien une chose qui obsède Donald Trump plus que tout le reste, c'est précisément celle-ci. China. I've been saying China. China. China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. Beaucoup reprochent au président réélu d'être trop complaisant avec la Russie et les ambitions impérialistes de Poutine. Et c'est justement pour cette raison que de nombreux analystes se posent une question essentielle. Trump affirme qu'il ne veut pas de guerre, mais que se passerait-il si la Chine finissait par envahir Taïwan? Est-ce que Trump chercherait une solution négociée, comme il propose de le faire actuellement avec l'Ukraine, ou au contraire, interviendrait-il pour protéger cette île? Et si c'est le cas, est-ce que les États-Unis sont réellement prêts à le faire? C'est précisément ce qu'on va explorer dans cette vidéo. On va voir de quoi les États-Unis sont vraiment capables, comment la Chine se prépare et ce qui pourrait bien empêcher que tout explose. Bien entendu, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager, tu connais la rengaine, et sans plus attendre, direction l'autre bout du monde. L'avantage avec Donald Trump, c'est qu'on a déjà une idée assez claire et précise de ce qu'on peut attendre de sa politique étrangère, vu qu'il a déjà été président. Alors certes, beaucoup de choses ont pas mal changé depuis, mais d'autres, comme la Chine et son harcèlement permanent vers Taïwan, n'ont quasiment pas bougé. En réalité, on pourrait même dire que la situation s'est dégradée. Faut savoir que Trump a renforcé les relations avec Taïwan lors de son premier mandat. Et ça, autant te dire que ça n'a pas du tout plu au gouvernement chinois. Quelques jours seulement après avoir remporté les présidentielles de 2016, Trump avait appelé Tsai Ing-wen la présidente taïwanaise de l'époque. C'était une première depuis 1979 qu'un président élu des États-Unis échangeait directement avec un dirigeant taïwanais. Et c'est pas fini. Sous Trump, les ventes d'armes à Taïwan ont fait un bond spectaculaire. Elles sont passées de 14 milliards de dollars sous les 8 ans d'Obama à 18 milliards en seulement 4 ans de Donald Trump. Évidemment, les menaces croissantes de Xi Jinping ont aussi poussé Taïwan à acheter plus d'armes. Mais le rôle de Washington dans cette hausse massive des contrats militaires a été déterminant. Globalement, Trump a toujours été perçu comme un allié pour Taïwan. Mais la vraie question, c'est jusqu'à quel point serait-il prêt à risquer des vies de citoyens US, les fameux boys, pour aider Taïwan en cas d'invasion par Beijing? Et là, les choses pourraient être très différentes. N'oublie pas que Trump a toujours martelé une idée. Pas question de déclencher des conflits armés ou de jouer aux gendarmes du monde. Le problème, c'est qu'avec la Chine et Taïwan, on parle pas d'une hypothèse lointaine. Les signaux inquiétants sont de plus en plus nombreux et franchement, ça sent un peu le roussi. Xi Jinping demande aux troupes de se préparer à la guerre alors que les exercices militaires s'intensifient autour de Taïwan. On pourrait penser qu'il s'agit d'une menace de plus. Mais le plus inquiétant, c'est que les menaces contre Taïwan sont de plus en plus accompagnées de gigantesques exercices militaires, de véritables simulations d'une prise de l'île par la terre, par la mer et par les airs. En octobre dernier, par exemple, Beijing a mobilisé pas moins de 34 navires de guerre et 125 avions pour simuler une attaque totale contre l'île. Cet exercice portait le nom de l'épée conjointe 2024B. Et attention, c'était le deuxième exercice de cette ampleur en seulement 12 mois. Le président de Taïwan, Lai, a déclaré qu'il résistera à toute annexion ou empiètement. Et c'est précisément là qu'une question cruciale se pose. Et si un jour, ces manœuvres cessaient d'être de simples exercices? Et si au final, Xi Jinping ne bluffait pas du tout? Dans ce cas, 2 scénarios seraient possibles. Premièrement, Trump pourrait choisir de ne rien faire et de rester les bras croisés. Dans ce cas, Taïwan finirait probablement, tôt ou tard, par subir le même sort que Hong Kong. Deuxièmement, l'autre possibilité serait que Trump agisse et fasse ce que Biden a déjà affirmé, non pas une ni deux, mais 3 fois. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. Mais alors, la vraie question c'est, est-ce que les États-Unis en seraient vraiment capables? Est-ce que l'armée de l'oncle Sam est prête à défendre Taïwan si Donald Trump décidait de passer à l'action? Attention, parce que ces questions sont au cœur de tout ce conflit. Et c'est précisément ce qu'on va analyser maintenant. Défendre Taïwan? Oui, mais...
Une chose est certaine, la Chine a démontré à plusieurs reprises ces dernières années qu'elle a désormais la capacité d'encercler Taïwan et de lancer un assaut sur l'île en seulement quelques jours. Bien sûr, ça serait pas une promenade de santé. Les défenses côtières de Taïwan sont très solides et conçues pour rendre une invasion extrêmement coûteuse. Mais le fait est que les exercices militaires chinois autour de Taïwan préparent Beijing à rendre cette possibilité parfaitement réaliste. Et une chose est très claire, tout effort visant à empêcher une telle opération repose sur un élément absolument crucial, la réaction des États-Unis qui doit être extrêmement rapide. La question donc est double. Les États-Unis doivent-ils agir et ensuite en auraient-ils les moyens? Pour répondre à la première question, en tout cas d'un point de vue légal et diplomatique, la réponse est non. Les États-Unis n'ont aucune obligation formelle de défendre Taïwan. La loi sur les relations avec Taïwan de 1979, qui encadre les relations entre Washington et Taipei après la reconnaissance officielle de la République populaire de Chine, c'est-à-dire celle de Beijing, stipule que Washington fournira les moyens nécessaires à l'autodéfense de l'île. Mais à aucun moment il n'est question d'un devoir de défense directe en cas d'invasion. Ceci dit, c'est une chose de parler d'obligations légales et une autre de parler de l'intérêt stratégique et politique. Et là, ça change la donne radicalement. Avec ses 23 millions d'habitants, Taïwan est l'un des États les plus libres et démocratiques d'Asie. C'est une démocratie solide, un allié clé de l'Occident et un acteur majeur de l'industrie de la tech mondiale. Empêcher l'île de tomber sous la férule de Beijing semble donc tout à fait logique. Ce qui nous amène à la deuxième question, Washington est-elle capable de défendre Taïwan? Les États-Unis disposent de bases militaires réparties dans toute la région Indo-Pacifique. En pratique, c'est la seule puissance capable de freiner la Chine. Mais la vraie question, c'est comment concrètement les États-Unis pourraient-ils stopper une invasion de Taïwan? Commençons par le point le plus stratégique de tous, Okinawa au Japon. À Okinawa, les États-Unis ne possèdent pas une, ni deux, ni même 3 bases militaires, mais 13 bases principales. Et si on compte les autres installations militaires, le chiffre monte à 32 bases. Ça représente une capacité de déploiement absolument titanesque. Pour te donner une idée, ces bases permettraient aux États-Unis de mobiliser presque 30 000 soldats pour protéger Taïwan en seulement quelques heures. Mais c'est pas fini. Sur le reste du territoire japonais, les États-Unis ont près de 30 000 soldats supplémentaires déployés. Et si on ajoute les 28 000 soldats actuellement stationnés en Corée du Sud, on parle d'une force massive de presque 100 000 soldats. Et ça, c'est sans même compter les unités stationnées à Guam et dans les nombreuses autres bases disséminées dans toute la région Asie-Pacifique. Même en se concentrant uniquement sur les bases clés pour Taïwan, c'est-à-dire celles d'Okinawa, les États-Unis disposent déjà d'une force suffisante pour ralentir une invasion éclair sur l'île, au moins le temps que des renforts puissent arriver. Et on ne parle pas seulement de troupes. Depuis la base de Kadena, située également à Okinawa, les États-Unis pourraient rapidement envoyer vers Taïwan une 50aine de chasseurs F-15. Et il n'y a pas que ça, hein. Dès l'année prochaine, des dizaines de F-35 seront déployés sur cette même base. Et ce n'est que le début. En plus des puissantes capacités aériennes et terrestres présentes au Japon, il faut aussi compter sur les forces navales des États-Unis. Dans la région, il y a la base navale de Yokosuka, située près de Tokyo. C'est le centre névralgique des opérations de la 7e flotte de la marine des États-Unis. On trouve aussi la base navale de Sasebo, une base partagée avec le Japon, dans la préfecture de Nagasaki, où sont également stationnés d'importants équipements de cette même 7e flotte. Et attention, il ne faut pas sous-estimer son importance. La 7e flotte est la plus importante flotte des États-Unis déployée à l'étranger. C'est la plus grande concentration de puissance de feu de toute la région. Son aire d'influence couvre plus de 124 millions de kilomètres carrés. Elle s'étend des îles Kuriles jusqu'à l'Antarctique et de la ligne de changement de date dans le Pacifique jusqu'à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Évidemment, dans cette zone se trouve Taïwan, mais aussi d'autres points stratégiques comme Singapour et le détroit de Malacca. C'est pourquoi on parle d'une flotte absolument colossale. La 7e flotte est composée de 50 à 70 navires de guerre, dont des porte-avions, des destroyers, des croiseurs et des sous-marins. Elle compte aussi environ 350 aéronefs, incluant des chasseurs et des hélicoptères de dernière génération, ainsi que des dizaines de milliers de marins et des soldats des Marines. En soi, cette flotte est plus grande que la majorité des forces navales du monde.
Et justement, cette force de Léviathan permettrait aux États-Unis de déployer rapidement une puissance amphibie, aérienne et de missiles considérable sans avoir besoin de déplacer des équipements depuis d'autres régions. Ça pourrait se faire en quelques heures seulement, un atout stratégique majeur. Parmi ses principales ressources figure le USS George Washington, un porte-avions à propulsion nucléaire qui peut transporter jusqu'à 90 chasseurs et hélicoptères, y compris des F-18 et des F-35. C'est littéralement une gigantesque base aérienne mobile. Mais le George Washington n'est pas le seul atout impressionnant de cette flotte. La 7e flotte comprend aussi au moins 5 navires amphibies, 3 croiseurs lance-missiles équipés de missiles guidés, 4 navires spécialisés dans la lutte contre les mines et au moins 8 destroyers. Des navires absolument essentiels pour empêcher une éventuelle invasion amphibie. Et là tu te dis peut-être que bon, c'est impossible, la Chine n'osera jamais attaquer Taïwan avec un tel déploiement des États-Unis entre ses bases et sa flotte. Aucun risque. Et bah justement, ne sois pas si catégorique parce que plusieurs problèmes entrent en jeu ici. D'abord, parlons des bases d'Okinawa. Le traité de coopération et de sécurité mutuelle entre le Japon et les États-Unis stipule que le Japon doit autoriser l'utilisation des forces US stationnées sur son territoire contre des pays tiers. Et oui, c'est vrai, il est hautement probable que le Japon donnera son feu vert. Après tout, le pays est un allié proche des États-Unis et possède des intérêts économiques majeurs à Taïwan, notamment dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais cette autorisation pourrait ne pas être immédiate. Elle pourrait prendre du temps. Ça ne serait pas surprenant. Le Japon est connu pour sa bureaucratie et ses processus politiques longs et complexes. Imagine que cela prenne quelques jours. Tu vois le problème ou pas? Chaque heure sans intervention états-unienne pour aider Taïwan pourrait être catastrophique pour l'avenir de l'île. Et attention, il y a un autre obstacle potentiel pour que les États-Unis utilisent le Japon comme base d'opération dans une guerre hypothétique. Lequel? Les Japonais. Ils ne semblent pas particulièrement enthousiastes à l'idée de s'impliquer dans un tel conflit. La majorité des Japonais réticents à défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise, d'après un sondage. Selon un sondage réalisé en 2023, 80% des Japonais craignent que le Japon soit entraîné dans le conflit si la Chine attaque Taïwan. Et ce n'est pas tout. 56% des sondés pensent que le Japon devrait se limiter à un soutien logistique, tandis que seuls 11% sont favorables à ce que le pays se joigne aux États-Unis pour défendre Taïwan contre une attaque chinoise. En clair, au Japon, risquer sa peau pour protéger Taïwan est aussi impopulaire que de se mettre au régime pendant les fêtes de fin d'année. Mais alors, si le Japon a tant d'intérêt économique à Taïwan, pourquoi autant de Japonais s'opposent-ils à défendre l'île? La réponse, elle est assez évidente, non? La Chine est un géant, et il est assez compréhensible qu'elle inspire de la crainte. Cependant, si on expliquait aux Japonais que si la Chine prenait Taïwan, elle contrôlerait quasiment tout le pétrole qui arrive au Japon et fait tourner son économie, alors peut-être que leur opinion changerait. Car oui, 95% du pétrole importé par le Japon depuis le Moyen-Orient, soit la majeure partie de sa consommation, transite par le détroit de Taïwan. Et ce n'est pas seulement une question de pétrole. La majorité des importations et exportations japonaises vers l'Europe et le Moyen-Orient passent aussi par ce détroit. Si Beijing venait à contrôler cette zone, le Japon se retrouverait dans une position stratégique bien plus fragile. Attention, ça signifie pas pour autant que le Japon ne pourrait plus importer de pétrole ou exporter ses Mazda et ses Subaru. Mais il faudrait dévier les routes commerciales, ce qui entraînerait une hausse drastique des coûts de transport et une perte des économies d'échelle qui rendent les échanges actuels compétitifs. Dans le meilleur des cas, l'économie japonaise en sortirait très affaiblie à long terme. Et on parle même pas des investissements massifs et des liens économiques profonds que les entreprises japonaises entretiennent avec Taïwan. Alors peut-être que tous ces éléments combinés pourraient convaincre le gouvernement japonais d'autoriser les États-Unis à intervenir depuis leur territoire. Ou bien, qui sait, Washington pourrait décider de passer outre cette autorisation et d'agir quand même. Après tout, qu'est-ce que les Japonais peuvent faire pour les arrêter ? Mais attention, c'est pas fini. Jusqu'ici, on a parlé des capacités militaires des États-Unis dans la région. Mais si tu penses que la Chine est restée les bras croisés pendant tout ce temps, tu fais fausse route. Il y a quelques temps, on t'expliquait sur Diplo comment la Chine devenait une puissance navale majeure pour tenter de rivaliser avec la domination maritime des États-Unis. Et à l'époque, on t'avait présenté des faits comme celui-ci. Ça fait quand même plus de 30 ans que la Chine modernise sa flotte navale. Aujourd'hui, c'est la première flotte maritime au monde, en tout cas en termes numériques. En 2022, elle disposait de 351 navires de guerre chinois contre 294 pour l'armée US. Et puis, leurs capacités se sont nettement améliorées, surtout depuis qu'ils peuvent lancer des missiles balistiques ou des missiles anti-navires. La Chine possède aussi plein de sous-marins, de destroyers et de croiseurs. Elle est aussi devenue le deuxième pays avec le plus de porte-avions. Elle en compte 3
qu'elle a présentés au monde en 2012, 2019 et le dernier, le Fujian, en 2022. Des porte-avions de dernière génération avec capacité de catapultage électromagnétique qui lui confèrent la possibilité de lancer des chasseurs furtifs et des drones. C'est vrai, comparé aux porte-avions chinois, ceux des États-Unis sont bien plus grands et fonctionnent à propulsion nucléaire. Mais les Chinois, on doit le reconnaître, jouent des cartes assez ingénieuses pour compenser cet handicap. Tu veux savoir exactement de quoi on parle? Eh bah, écoute ça. Faites bien attention à cette actu. Comment la construction de faux porte-avions et destroyers dans le désert pourrait aider la Chine à mieux menacer la marine US? Ce que je vais te raconter maintenant pourrait sembler tout droit sorti d'un film, mais non. Ce sont des choses que la Chine fait en ce moment même alors que tu regardes cette vidéo. Dans le désert de Taklamakan, Beijing mène des exercices pour simuler des attaques contre des navires de guerre de la marine US. Alors comment est-ce qu'ils s'y prennent? Transforment littéralement le désert en un immense océan en y plaçant des répliques de navires de guerre de la flotte US semi-enterrés dans le sable, reproduisant exactement la taille et la forme des véritables navires. Dans le passé, on a fait quelque chose de similaire dans le désert de Gobi. Des images satellites ont révélé des maquettes endommagées par des explosions causées par des missiles d'entraînement. Soyons très clairs, en plus de leurs gigantesques exercices militaires autour de Taïwan pour simuler une invasion, la Chine s'entraîne aussi à attaquer directement la flotte US qui pourrait venir en aide à Taipei. Le but, il est évident, améliorer la précision de leurs missiles et peaufiner leur stratégie. En gros, la Chine est en train d'élaborer un véritable manuel d'instruction pour envahir Taïwan de A à Z avec tous les détails et sans rien laisser au hasard. Et franchement, tout ça n'a rien de très rassurant. Mais attends, c'est pas fini. La Chine revendique aussi sa souveraineté sur presque toute la mer de Chine méridionale, un passage par lequel transitent chaque année plus de 7 billions de dollars de marchandises. Est-ce que tu veux un exemple concret? Regarde le conflit grandissant entre la Chine et les Philippines. Et là, contrairement à Taïwan, il existe un accord de défense mutuelle. Ça signifie que l'oncle Sam serait obligé de défendre les Philippines en cas d'attaque armée de la part de la Chine. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Eh bah, à toi de juger, hein. Des navires chinois et philippins entrent en collision près d'un atoll disputé. Les gouvernements s'accusent mutuellement. Les navires chinois qui patrouillent dans des eaux qui bien souvent ne leur appartiennent pas ont une drôle d'habitude. Entrent délibérément en collision avec des navires philippins et ceux d'autres pays de la région. Rien que contre les navires philippins, plusieurs collisions intentionnelles ont eu lieu ces derniers mois. En août 2024, ça s'est produit au moins 2 fois. En septembre, un nouvel incident a eu lieu alors qu'une équipe du programme 60 minutes aux États-Unis se trouvait à bord d'un navire philippin. Et en octobre, il y a eu au moins une autre collision. Ces accrochages sont de plus en plus fréquents et rapprochés dans le temps. Et évidemment, s'ils osent faire ça à un pays qui bénéficie d'un accord de défense mutuelle avec les États-Unis, c'est bien parce qu'ils se sentent dans l'impunité totale. Fais donc très attention à cette situation parce qu'elle est loin d'être anodine. Mais au-delà du fait que la région est en ébullition, il y a un autre problème peut-être encore plus préoccupant pour les États-Unis. Et là, on parle de la pénurie croissante dans le stock de munitions de l'armée US. On a déjà parlé dans plusieurs vidéos, la guerre en Ukraine met à rude épreuve les arsenaux occidentaux. Et ceux des États-Unis ne font pas exception. Pendant ce temps, contrairement à l'Occident, à la Corée du Nord ou à la Russie, la Chine reste totalement en retrait de la guerre en Ukraine, comme si ça ne la concernait pas. Elle n'envoyait ni armes, ni munitions, ni aucun autre type de soutien militaire. Et cette position pourrait lui offrir un avantage stratégique majeur à court et à moyen terme. Parce que, soyons clairs, il s'agit d'un problème temporaire qui finira par se résoudre. Mais pour l'Occident, reconstituer les stocks d'armes et de munitions envoyées en Ukraine, et récemment aussi en Israël, va demander beaucoup de temps. Reconstituer les stocks de munitions que Washington possédait avant la guerre en Ukraine ne sera pas une tâche facile, surtout compte tenu des délais de production actuels. Par exemple, on estime qu'il faudrait près de 3 ans pour reconstituer les stocks de systèmes HIMARS, 5 ans pour les obus de 155 mm, 8 ans pour les missiles Javelin et jusqu'à 18 ans pour les missiles Stinger. Ouais, t'as bien entendu, 18 ans. Attention, hein, ça veut pas dire que les États-Unis n'ont plus de munitions pour soutenir une campagne militaire à Taïwan. Mais si le conflit devait s'éterniser, alors les risques deviendraient extrêmement élevés. Plus la guerre durerait, plus la Chine en tirerait un avantage stratégique. Et oui, ce scénario peut sembler digne de la science-fiction, mais c'est une hypothèse que le Pentagone prendrait très au sérieux avant de s'engager dans la défense de Taïwan. Dans cette optique, certains analystes ont déjà mené des simulations d'un conflit total entre les États-Unis et la Chine. Pas seulement une guerre limitée à Taïwan, mais une guerre à grande échelle. Les résultats, avec les stocks actuels d'armement conventionnels, les États-Unis pourraient commencer à manquer de certaines armes, comme les missiles longue portée, en seulement
une semaine de conflit. Face à cette vulnérabilité, la Chine, elle, disposerait d'environ 10 000 missiles, dont 2400 sont balistiques. Pas besoin de te faire un dessin, ce ne serait clairement pas un scénario favorable pour les États-Unis. Et il faut aussi parler de la capacité industrielle. Aujourd'hui, l'industrie de défense chinoise tourne à plein régime, dopée comme jamais. Ça signifie qu'elle possède une capacité de production absolument colossale, probablement bien supérieure à celle du complexe militaro-industriel des États-Unis. D'accord, ces armes ne sont peut-être pas les plus avancées technologiquement, ni aussi performantes que celles des États-Unis, mais elles restent loin d'être négligeables. Par exemple, la Chine produit déjà des chasseurs relativement modernes, des missiles hypersoniques, des systèmes de guerre électronique ou encore des drones de combat parmi de nombreux autres équipements. Et voici une information qui date d'il y a seulement quelques semaines. Un nouveau drone de combat développé. Chargé avec ses armements, il peut parcourir jusqu'à 11 500 km et rester en vol jusqu'à 40 heures. Attention, beaucoup de ces simulations montrent qu'au final, les États-Unis finiraient par l'emporter. Mais évidemment, le coût et les dégâts subis seraient énormes. Pas vraiment le meilleur argument pour s'embarquer à fond dans une guerre potentielle, non ? Maintenant, on t'a expliqué que la Chine commence à avoir les capacités d'envahir Taïwan, que les États-Unis ont la capacité de repousser une telle invasion et les problèmes possibles liés à l'autorisation japonaise et tout le reste. Mais attends une seconde, il y a un autre point qu'on ne peut pas ignorer. L'idée que Trump exprime un soutien clair à Taïwan, comme Biden l'a déjà fait, pourrait à elle seule suffire à dissuader tout projet d'invasion. C'est en tout cas ce que pensent certains experts à Washington. Pourquoi ? D'un côté, à cause des risques militaires. Et de l'autre, est-ce que tu sais ce que signifient les initiales MAD en anglais ? Exact, Mutual Assured Destruction, ou destruction mutuelle assurée. Et non, on va pas parler de bombes nucléaires ou de champignons atomiques. Entre la Chine et les États-Unis, la destruction mutuelle assurée n'aurait même pas besoin d'armes de destruction massive. Écoute bien. La mère de toutes les dissuasions. Les amis, il y a une grande différence entre être rivaux et être ennemis. Dans ce cas précis, on parle de deux puissances profondément interconnectées. Pour commencer, la Chine est le premier ou l'un des principaux fournisseurs des États-Unis dans des secteurs critiques comme l'électronique, les produits pharmaceutiques ou les minerais transformés. Si ce gigantesque flux commercial venait à s'interrompre à cause d'un conflit entre les deux pays, les deux parties en souffriraient énormément. Et peu importe les droits de douane, tant que les importations états-uniennes provenant d'autres pays contiendront des composants chinois, cette dépendance ne changera jamais. Le commerce entre les États-Unis et la Chine atteint un niveau record malgré les tensions croissantes. Les importations et exportations entre les deux pays ont totalisé 690 milliards 600 millions de dollars en 2022. Plus de 690 milliards de dollars. C'est l'ampleur des échanges entre les États-Unis et la Chine. Alors oui, les États-Unis pourraient défendre Taïwan et affronter la Chine. Mais à quel prix ? Et cette question concerne autant les deux pays. Quel serait le coût pour chacun de se lancer dans une telle confrontation ? On parle souvent de la forte dépendance des États-Unis et plus largement de l'Occident vis-à-vis des produits chinois. Mais cette dépendance, elle est mutuelle. Il n'est même pas évident que la Chine ait réellement intérêt à se lancer dans une invasion de Taïwan. Imaginons un instant qu'un conflit éclate. Du jour au lendemain, les micropuces avancées deviendraient une denrée rare. Ta voiture coûterait 2 fois plus cher. Tu l'achèterais pas. T'y perds au change et la Chine, elle perd aussi. Ton colis Chine ou AliExpress n'arrivera jamais. Tu perds et la Chine perd aussi. Et ainsi de suite pour des millions d'exemples. Alors, les ambitions nationalistes de Beijing envers Taïwan valent-elles de s'auto-détruire de cette manière ? Pour beaucoup d'analystes, la réponse est évidemment non. La Chine exporte environ 20% de son PIB. Toute sanction ou interruption des chaînes d'approvisionnement plongerait des dizaines de millions de foyers chinois dans la misère. Maintenant qu'elle a éradiqué la pauvreté extrême, se lancer dans une telle aventure serait loin d'être une idée brillante. Dans ce contexte d'interdépendance économique, faire exploser le commerce reviendrait à une destruction mutuelle assurée. Et c'est probablement la meilleure arme de dissuasion des États-Unis. Avec un simple soutien clair à Taïwan, Trump pourrait probablement empêcher tout risque d'invasion pour plusieurs années, comme Biden l'a déjà fait. Peut-être est-il temps d'abandonner la fameuse ambiguïté stratégique. Pour te donner une idée, un conflit prolongé à Taïwan provoquerait une récession mondiale. Selon de nombreux économistes, il pourrait réduire jusqu'à 10% la croissance du PIB mondial, presque 2 fois plus que l'impact de la pandémie de Covid-19. Et contrairement à la pandémie, les effets ne dureraient pas 1 ou 2 ans, mais bien plus longtemps. C'est cet argument que Washington espère utiliser pour éviter que la situation ne dégénère. Cela dit, ça nécessite que Trump, comme Biden, affiche clairement sa volonté de défendre Taïwan. Mais voilà, la grande question demeure. Avec les coûts astronomiques d'un tel conflit et la puissance militaire des deux camps, comment penses-tu que les événements vont évoluer ? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à
partager. Et nous, on te dit à très très vite pour plus d'actu. À ciao, bonsoir.